Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Un petit mot de présentation. Nous sommes l'Ameublement français, donc la fédération, l'organisation professionnelle des industries de l'ameublement avec 350 adhérents. Nous avons environ 150 entreprises qui travaillent dans le domaine du contract, qu'ils soient fabricants, agenceurs, fabricants de meubles ou de matelas, des éditeurs, des upcyclers, les nouveaux arrivés, des fabricants de mobilier de bureau et de collectivités qui interviennent aussi dans ce domaine. Nous avons organisé ces échanges depuis le confinement, depuis le mois de mars-avril. Et en fait, c'est pour éclairer un petit peu la route et nourrir nos réflexions que nous avons démarré cette démarche. Les règles du jeu, elles sont relativement simples. Vous avez la possibilité de poser des questions. Et nous avons Samia qui est en relation, qui va nous les sélectionner, entre guillemets, et les poser aux interlocuteurs à la fin de l'entretien. Nous sommes en partenariat avec Bimedia, représenté par François Salane. Bonjour François. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Donc Bimedia, rapidement, c'est des supports. Oui, un ensemble de titres professionnels positionnés sur l'équipement de la maison et le contract, intramuros, archi-créé, courrier du meuble et de l'habitat, entre autres. Entre autres. Et puis, avec Équipe Hôtel, donc représentée par Béatrice Gravier, la directrice. Bonjour Béatrice. Bonjour encore, bonjour à tous. Ouais. Bernard Boutboul, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Vous avez un joli panneau Gira derrière vous, là. Vous pouvez nous présenter votre démarche professionnelle, vos travaux, comment vous fonctionnez? Alors, Gira a fêté ses 30 ans l'année dernière, en 2019. Vous êtes peut-être un peu loin du micro, Bernard. Bon, là, vous m'entendez un peu mieux? Ouais. Je dirais que Gira a fêté ses 30 ans en 2019. Nous sommes un petit cabinet d'accompagnement spécialisé dans toutes les formes de consommation alimentaire hors domicile. On prononce de moins en moins le mot restaurant ou restauration parce que si on pose la question aux consommateurs et on leur pose souvent qu'est-ce qu'un restaurant, ils sont très embêtés de nous répondre. Entre McDonald's, la boulangerie du coin, la station-service et Carrefour qui fait du snacking. Vous voyez, le restaurant pose un sacré problème. Donc, on préfère parler de consommation alimentaire hors domicile. Qui sont nos clients? On a 3 grandes familles de clients, les restaurateurs directs, ceux dont c'est le métier, et les indirects, c'est tous ceux dont j'ai parlé précédemment, la grande distribution, les magasins, etc., qui ont adjoint des activités supplémentaires, qui nourrir les gens pendant qu'ils étaient là. Deuxième grande famille de clients, les fournisseurs du secteur. Alors, on travaille avec l'industrie agroalimentaire, des grossistes, des distributeurs, des architectes, des designers, etc. Et puis une troisième famille de clients qui sont les institutionnels et le monde entier. On travaille avec des CCI, avec des mairies, avec des salons, justement. On parlait de salons avec Béatrice, avec des syndicats, avec des fonds d'investissement, avec des banques. Dernièrement, enfin ces dernières années, avec les 2 gouvernements successifs antérieurs à Emmanuel Macron pour les problématiques d'abaissement et de relèvement de taux de TVA qu'on a vécu dans la restauration. On est le pays le plus instable au niveau fiscal dans la restauration au monde. On a changé juste 4 fois de taux de TVA en l'espace de 8 ans. Enfin voilà comment on fonctionne et voilà qui on est. Nous sommes une toute petite équipe et nous sommes moins de 10 et nous sommes basés boulevard Saint-Michel, dans le 5e arrondissement, en face du jardin de Luxembourg. C'est sympa. Donc à la fois des études macroéconomiques et de l'accompagnement éventuellement individuel pour des clients. D'accord. Comment vous voyez cette crise? On n'a jamais vu ça, c'est grave et c'est du jamais vu, on va avoir du mal à s'en remettre, ou c'est une crise de plus, entre guillemets, puis on en a vu d'autres? C'est grave, Philippe, mais si on prend un peu de recul, ce n'est, si je peux m'exprimer ainsi, qu'une crise supplémentaire en termes de turbulence pour le secteur de l'hôtellerie-restauration. Parce qu'elle en a eu bien d'autres. Bien sûr que c'est la première d'un point de vue sanitaire, on n'a jamais eu ça d'un point de vue sanitaire, mais on en a eu d'autres. N'oublions pas les crises qui ont impacté le secteur. Crise de la vache folle en 1996, deuxième crise de la vache folle en 2000,
le 11 septembre 2001, même si c'est très loin de chez nous, les restaurants ont été désertés de peur que novembre 2015, où on a attaqué des terrasses, des cafés, des restaurants. Ouais, c'est vrai. Je parle des attentats. Avril 2017 sur les Champs-Élysées. Décembre 2018, le marché de Noël à Strasbourg, rappelez-vous. Bref, tout ça a eu évidemment beaucoup d'impact très puissant sur le secteur qu'on appelle CHR. De mémoire, c'était de moins 20% le 11 septembre 2001 à moins 60% au lendemain des attentats de 2015. Donc, et je ne parle que des crises, je ne parle pas des manifestations et des grèves, parce qu'on s'est eu les gilets jaunes, on a eu les grèves des transports, donc le secteur est particulièrement bien touché par tout ce qui se passe depuis de nombreuses années. Ça se cumule et je connais beaucoup d'acteurs qui commencent à baisser les bras, et qui commencent à ne plus avoir le moral et qui commencent à se demander s'il ne faut pas arrêter et aller faire autre chose. Ben oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a une turbulence importante, ils sont les premières victimes, quoi, en fait. Ouais, nous sommes dans un secteur qui est totalement dépendant. Il y en a qui sont climato-dépendants, mais nous, on est, comment je pourrais dire, événements et crises dépendants. Ça, c'est clair. Et par rapport à ça, des restaurateurs, il y en a qui sont très anxieux, d'autres très optimistes. On a un peu toutes sortes de populations, j'imagine, que vous rencontrez, non? On a toutes sortes de populations, mais pour terminer, juste ce que j'étais en train de dire sur les crises, et ça va peut-être vous surprendre, je suis extrêmement pessimiste optimiste, pardon, pour les mois et années à venir, pour 3 raisons. Et ça, il faut bien qu'on les ait en tête. C'est que nous nous sommes toujours relevés des crises que j'ai citées précédemment. On a chuté de moins 20, on a chuté de moins 60, on s'est toujours relevé. Et il y a même eu des crises encore plus fortes. Je pense à la suite de la crise de la vache folle, il y a eu l'affaire Buffalo, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Voilà. Buffalo Grill a fait 3 fois les premiers titres des JT de 20 heures en disant il a triché, il a acheté de la viande en Irlande et c'était interdit. Buffalo Grill est toujours debout. Pourquoi? Parce que les Français ont un affect. C'est ma deuxième raison pour laquelle on s'est toujours relevé et que je suis très optimiste. C'est que les Français font partie des quelques pays au monde, il n'y en a pas beaucoup, qui ont un tel affect pour la sortie au restaurant, pour le plaisir, pour le partage, la convivialité et la fête, c'est qu'ils n'ont jamais fait l'impasse et ils n'ont jamais régressé leur sortie au restaurant. Et la troisième raison pour laquelle je suis optimiste, c'est que le marché de la restauration, contrairement à ce qu'on peut lire et entendre à droite à gauche, est un marché qui est porteur, voire extrêmement porteur, pour 2 raisons essentielles qui sont logiques et qui sont sous nos yeux. Le taux de retour à domicile le midi en semaine s'effondre partout en France. On rentre de moins en moins à la maison. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est trop loin, parce qu'il y a des embouteillages, parce que mon frigo est vide et pourquoi je rentrerai ? Parce que j'ai rien à manger. Enfin bon, bref, le business du midi de la restauration, il est excellent. Et le soir et le week-end, c'est pour une autre raison qu'il est porteur, c'est que les Français ont un petit souci, c'est qu'ils savent de moins en moins cuisiner et c'est vraiment pas prêt de s'arranger. Donc, le business de la restauration est un marché qui est très porteur. Et nous avons pronostiqué il y a 1 an, alors c'est un peu remis en cause avec le Covid que nous ne connaissions pas, que dès 2021, voire 2022, nous passerions en croissance à 2 chiffres. Alors, c'est 2021, je ne pense pas, mais 2022, nous sommes intimement persuadés qu'on va prendre une vitesse de croisière très importante. Nous sommes sur un marché qui est très porteur. Parce qu'avant cette crise qui a commencé au mois de mars, on était sur des évolutions qui étaient très positives. 2019 était une belle année, non? Absolument. Nous sortons là une étude la semaine prochaine, c'est imminent, où nous allons sortir une projection de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer en 2020. Et c'est vrai que nous travaillons sur 4 grandes périodes. L'avant-confinement, confinement, le déconfinement, la saison estivale. 4e période, c'est de septembre aux fêtes de fin d'année et les fêtes de fin d'année. Et là, on voit des comportements, on prévoit des comportements, vous allez voir, qui vont être très, très surprenants, mais d'un point de vue positif.
vous me demandiez, Philippe, comment se comportent Un petit peu l'attitude des gens, parce que on s'aperçoit que dans la population, il y a des gens qui sont extrêmement frileux, très craintifs, et d'autres qui sont à la limite très légers par rapport à tout ça. Bon, j'imagine que dans les restaurateurs, il y a le même type de population et différente, hein. Alors déjà, parlons du consommateur. On a observé les typologies de consommateurs, comment ils se comportent par rapport à ces protocoles et à ces gestes barrières qu'on impose de plus en plus. Alors, on a 4 comportements clients ou 4 types de population. Je parle vis-à-vis de la restauration, bien entendu. Je parle pas de... On a d'abord la génération Z. Vous savez ce que c'est que la génération Z? C'est les 15-25, si j'élargis, etc., qui, elles, mais alors, refusent totalement cette contrainte de gestes barrières. C'est une génération qui a envie de faire la fête, qui est très tactile, qui se fait des bisous, qui, les uns sur les autres, qui font la fête, qui vont boire des coups. Donc, c'est comme ça, et eux, voilà, ils n'en veulent pas. Vous avez une autre population qu'on a appelée les très anxieux, eux qui sortent et bougent beaucoup moins qu'avant. Et encore moins dans les endroits clos, comme les restaurants. Ils mettent même le masque dans leur voiture. Je ne sais pas si vous prenez des voitures comme ça. Oui, je vois. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, ils l'ont. Ce sont des gens, il ne faut pas les critiquer, ces gens-là, ce sont des gens qui cheminaient déjà, bien avant le Covid, vers une hygiène réfléchie, travaillée, et maximum. Troisième population, c'est ce qu'on a appelé les précautionneux, alors, qui ne veulent surtout pas se priver du plaisir de la restauration et des bars, mais qui prennent leurs précautions. Ils se renseignent, ils regardent les avis, ils regardent ce qu'on dit sur le resto, s'ils respectent les règles sanitaires et les protocoles, ils mettent le masque, ils ne refusent pas de mettre le masque en rentrant, etc. Bref, c'est des précautionneux qui ne veulent pas se priver de plaisir. Et puis, vous avez la quatrième population, ceux qui veulent continuer à vivre, mais sans rien changer. Ouais. Alors, ceux-là, c'est ceux qui posent le plus de problèmes aujourd'hui aux restaurateurs parce qu'ils se pointent à l'entrée d'un restaurant sans masque. Le restaurateur lui dit gentiment, monsieur, désolé, il faut mettre le masque. Non, vous m'embêtez avec ces histoires de masque pour pas dire autre chose. Et ça, il se crée des conflits. Alors, nous, il y a plein de restaurateurs qui nous disent, qu'est-ce que je fais? Je refuse le client ou je le laisse rentrer? C'est problématique, c'est très problématique. Donc, il faut savoir que la quatrième catégorie est une population qui monte de plus en plus, et on voit d'ailleurs dans le monde entier des manifs et des rassemblements anti-masques. Bon, bref. Et votre question, Philippe, c'est de dire, et au fait, chez les restaurateurs, alors là, par contre, on trouve 2 types de restaurateurs. Ceux que ça embête de le faire, mais qui le font. Mais ça les embête profondément de le faire. Et puis, on a une deuxième population, alors, ils représentent à peu près 20%, ce n'est pas la majorité des restaurateurs, qui, eux, sont très méthodiques et qui appliquent le protocole à la lettre et qui vont même encore plus loin que ce que nous a dit le gouvernement. Alors là, c'est les rigoristes. Alors là, nos précautionneux et nos anxieux de tout à l'heure, ils adorent ce genre de restaurateurs. Alors là, mais il y en a peu, il y en a une minorité, et voilà. Et là, on commence à voir sur les réseaux sociaux des appréciations en disant vous pouvez aller là-bas, c'est un restaurant sûr ou bien protégé. Ouais, c'est vrai. Si vous jetez un œil aux avis sur TripAdvisor, sur Google, enfin peu importe, vous apercevrez que hier, c'était des avis en disant le serveur, il n'était pas sympa, le steak frites, il était froid, c'était pas bon, c'était chaud, c'était froid. Et maintenant, on a de plus en plus d'avis qui parlent des conditions d'hygiène et de l'application du protocole. Et ça, c'est très, très dangereux parce que quand vous lisez un avis avant d'aller dans ce resto et que vous lisez des avis négatifs sur le respect du protocole, et ben ça peut poser de gros problèmes. C'est pour ça que ceux qui étaient déjà bien lotis d'un point de vue hygiène avant le Covid sont sont mieux lotis aujourd'hui que ceux qui se sont mis au boulot de tout nettoyer et de faire gaffe. Parce que ceux-là… Voilà. Et dans le processus, il y a des restaurants qui ont plus perdu que d'autres, de la fréquentation, des volumes, chiffre d'affaires. On va déjà commencer par ceux qui ont le moins perdu. Ceux qui ont le moins perdu, comment je pourrais dire, sont ceux qui faisaient bien leur job avant la crise. Oui, c'est ça. Ceux qui payent très cher ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ceux qui ne faisaient plus le job. C'est ceux qui prenaient les clients pour ce qu'ils ne sont pas, ceux qui vendaient trop cher par rapport à ce qu'ils étaient.
Bref, c'est ceux qui faisaient bien leur job. Et faire bien le job, ça repose sur est-ce que je suis sécurisant au niveau de mes produits, hein, est-ce que je suis hygiène, est-ce que j'ai une bonne qualité de produit, est-ce que le client a confiance en moi. Et grosso modo, c'est ça. C'est ce qui fait, entre autres, la fidélisation d'un restaurant. Alors, ceux qui ont le plus perdu, il y a deux populations. C'est ceux qui étaient déjà en régression et en difficulté avant la crise. Malheureusement, la crise ne fait qu'accélérer leur déclin ou leur chute. Et puis, Béatrice en parlait tout à l'heure, il y a ceux malheureusement qui sont dans des emplacements, qu'ils soient d'ailleurs hôtels ou restaurants, qui marchent avec une clientèle internationale longue distance. Je pense notamment au Palace parisien ou au Palace de la Côte d'Azur, quoique le Palace de la Côte d'Azur ont eu une clientèle qui est descendue chez eux très particulière, qu'ils nomment, je cite, indésirable. Je referme la parenthèse. Ouais. Cette clientèle internationale longue distance, et on sait de qui on parle, les Moyen-Orientaux, les Américains et les Asiatiques n'étaient pas là. Et vous pensez bien que des palaces parisiens ou des restaurants qui se trouvent dans des lieux hyper touristiques, en plein mois d'août, en plein mois de juillet, c'était désertique dans les rues. Donc, ceux-là, malheureusement, ils ont beaucoup perdu et ils continuent à perdre parce que le tourisme longue distance n'est pas revenu. Et on se demande quand il va revenir parce qu'il y a un tourisme de loisirs, puis il y a un business tourisme. Comme disait tout à l'heure Béatrice, j'ai bien peu… Congrès, de salons, etc. Les congrès, etc. Paris est l'une des villes les plus utilisées en séminaire, en congrès, etc. J'ai des doutes sur l'organisation de congrès, de séminaires et de grands rassemblements à Paris dans les 3, 4 ou 5 mois qui viennent. Et les indépendants sont plus armés que les chaînes là-dessus pour réagir à ça? Alors, les indépendants, ils ont un gros atout aujourd'hui qui était peut-être une faiblesse hier, c'est qu'ils sont petits, donc ils sont agiles, donc ils ont la proximité et ils sont plus rassurants qu'une chaîne. Et ça les aide beaucoup. Les chaînes ont eu malheureusement, mais ça c'était bien avant la période Covid, comment je pourrais dire, une période de désamour qui a commencé longtemps pour certaines enseignes, peu rassurantes, peu en proximité avec eux. On a affaire à des consommateurs qui depuis quelques années se méfient beaucoup de l'industrialisation et de la duplication à l'identique. Ça c'est un débat depuis 2014 qui a eu le fait maison. Moi, je pense que c'est un faux débat, le fait maison, parce qu'une carte intelligente dans un restaurant qui soit étoilé ou qui soit en restauration rapide, c'est un mix intelligent entre l'industrie agroalimentaire, et on en a l'une des meilleures au monde en France. Ça, quand je dis ça à des restaurateurs, ils me disent « Ah bon, on a l'une des meilleures industries agroalimentaires au monde ?» Oui, on a l'une des meilleures, et en pâtisserie, en sucré, on a la meilleure au monde. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les étrangers, l'international, qui nous disent « Vous avez une industrie agroalimentaire de très très haut niveau en France. » Donc, il n'y a pas de combat entre l'industrialisation et le fait maison. C'est aberrant. C'est aujourd'hui, il faut travailler avec un mix intelligent. Et je ne voudrais pas citer des étoilés Michelin qui travaillent avec l'industrie, et il y a de la restauration rapide qui fait du fait maison. Donc, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. C'est le mix. Voilà. Et de fait, aujourd'hui, finalement, il y a des réactions différentes entre l'entrée de gamme, le milieu et le haut de gamme. Il y a des réactions, vous avez vu, différentes un peu? Oui, ce qui est en train de se passer, c'est une théorie qui existe depuis de nombreuses années, qui est enseignée dans toutes les grandes écoles de stratégie et de business. C'est ce que j'appelle la théorie du sablier. Ah oui. Ceux qui marchent le mieux sont les extrêmes. C'est-à-dire, plus je monte en gamme, plus je m'en sors. Plus je descends en gamme, plus je m'en sors. Et si je suis ni l'un ni l'autre, si je suis hybride, si je suis au milieu, malheureusement, j'existe de moins en moins aux yeux des consommateurs. Et on a affaire aujourd'hui à des consommateurs qui sont devenus des professionnels du zapping. Oui, d'accord. Il fut une époque, il y a très longtemps, hein, on avait son adresse de restaurant. Quand on sortait, c'était là que j'allais. C'était la référence du coin, la référence de la ville, de la région, etc. Aujourd'hui, je vais dans un restaurant qui correspond à la situation dans laquelle je suis, le moment que je veux passer, le prix que je voudrais payer, le produit que j'ai envie de manger. Donc aujourd'hui, on a
un carnet d'adresses de resto. Et ce carnet d'adresses de resto a provoqué des consommateurs zappeurs. Et il y a des restaurateurs qui me disent « Ouais, lui, il n'est pas fidèle. » Si, il est fidèle, il vient 4 fois par an. Il est fidèle. Pour le consommateur, il est fidèle. Et ouais. Alors qu'avant, alors qu'on aimerait mieux qu'il vienne 1 fois par semaine. Mais on ne va pas 1 fois par semaine dans le même resto. C'est extrêmement… Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. À tel point qu'on voit même des actifs tertiaires dans les bureaux un peu partout en France zapper entre aller se prendre un sandwich à la restauration rapide du coin, aller se faire une petite brassée avec un plat du jour, et puis le 3e jour, s'amener la gamelle de la maison. Donc, oui, ils zappent sur différentes formes de restauration. C'est aujourd'hui l'ère du zapping. La fidélisation devient très, très compliquée. Surtout qu'il y a de très bons restaurants qui sortent des menus à midi à 23 € complets, qui ont fait des efforts gigantesques sur les prix, sur les manières de concevoir l'accueil, en fait. Absolument, absolument. Mais moi, je dis toujours que celui qui gagne, le restaurateur qui gagne et celui qui gagnera demain, c'est celui qui reviendra aux fondamentaux du métier de restaurateur. Et les fondamentaux, il n'y en a pas 36. Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du blabla, ce n'est pas de la théorie, c'est l'assiette, le personnel et le lieu dans lequel je suis. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il ne faut pas intellectualiser la restauration. Il ne faut pas oublier que les gens viennent dans un restaurant pour manger, de préférence bien, avec des gens qui ont la banane dans un cadre simple. Donc, ça paraît simple que ce que je dis, mais il y a beaucoup d'intellectuels qui ont créé des restaurants qui sont très éloignés de ce que je viens de dire. Le restaurant, ce n'est pas du marketing. Le restaurant, c'est de la vraie vie de tous les jours où les gens ont envie de passer un moment de détente. Et le sourire, il se voit derrière le masque. Oh là oui. Là, oui. C'est pour ça que dans les restaurants, on voit de plus en plus de visières que de masques. Oui, tout à fait. On voit d'abord la personne parler, mais on voit surtout son sourire. Et les consommateurs aiment bien qu'on leur sourie de temps en temps. Et finalement, la bonne attitude, parce qu'il y a 3 mois, on ne savait pas trop comment on allait manger, entre guillemets. Les restaurateurs ne savaient pas s'il fallait ouvrir, fermer, mettre au chômage, se remettre à la cuisine ou pas. Enfin, finalement, ils ont bien fait de rester ouverts. Et puis, il y a eu tout un vent de panique autour du plexiglas, autour de tout ça. Enfin, les questions étaient innombrables il y a 3 mois. Et ceux qui s'en sortent, la bonne attitude, c'était quoi? C'était de rester ouvert, finalement, non? Oui, c'est facile de le dire aujourd'hui, mais ouais. Pendant le confinement, nombreux restaurateurs qui nous ont consultés, qu'est-ce qu'on fait le 11 mai, qu'est-ce qu'on fait un peu plus tard pour l'Île-de-France? Je dis réouvrez. Même si vous avez peu de couverts, réouvrez parce qu'il faut continuer à exister. Et il y en a qui m'ont dit non, je ne vais pas réouvrir parce que pas rentable, je ne vais pas réouvrir parce que je préfère rester en perfusion avec l'État, avec mon chômage partiel, etc. Bref, la bonne attitude, c'était de réouvrir. À part Paris, je dis bien à part Paris, qui est un cas à part, en tant que première ou deuxième ville la plus visitée au monde et probablement la première ville en France à plus utiliser le télétravail. Paris cumule les problèmes quand même. Bref, le marché était là. Le marché de la restauration était là. Il est toujours là et il sera toujours là demain. Le problème, c'est que quand je décide de ne pas réouvrir mon restaurant, c'est reculer pour mieux sauter. Parce qu'à un moment, je vais bien réouvrir mon resto. Donc, je vais le rouvrir avec 3, 4, 6 mois de fermeture. Non, c'est pas bon de faire ça. C'est pas bon. Il fallait continuer à exister et on a encouragé beaucoup de restaurateurs pendant le confinement, je ne parle pas au déconfinement, d'exister en faisant du click and collect, en faisant de la livraison et on a même fait faire à un 2 étoiles au guide Michelin du drive. Quand je lui ai dit le drive en visio, il m'a dit mais t'es malade, je ne m'appelle pas McDo. Mais je lui ai dit le drive n'est pas réservé à McDo. Le drive, c'est je me gare devant chez toi, tu me charges le coffre avec un très beau packaging, une fiche de progression, comment je réchauffe mon entrée, à quel moment je dresse mon assiette, dans un très beau packaging, etc. Et il l'a fait et il fait un carton. Et il continue toujours à faire un carton à tel point qu'il m'a dit juste avant le déconfinement, est-ce que ça vaut le coup que je réouvre mon resto? Ok. Ça veut bien dire quoi? Ça veut bien dire que quand on aime un produit, en l'occurrence c'est un grand chef très connu, quand on aime un grand chef, quand on aime un resto, quel que soit le mode de distribution, j'ai envie de manger ce qu'il propose. Et bien là, il se trouvait que son restaurant était fermé parce que les restaurants étaient fermés. Et bien il y a des gens qui ont dit moi en drive, ça m'intéresse. Je passe ma commande, je passe, voilà, et puis je ramène ça à la maison. Et il fait un carton. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a des restaurants qui rassurent et qui vont pouvoir, entre guillemets, innover et tenter des nouvelles choses avec leurs clients, ou est-ce que c'est une période, au contraire, il faut
se recentrer sur des choses plus classiques pour rassurer avant tout Je vais vous dire, Philippe, ceux qui vont continuer à réussir ou ceux qui vont réussir, ils vont surfer sur 3 paramètres. Un, le fait d'être rassurant. Ouais. Rassurant au niveau de leurs produits qu'ils mettent dans la pièce et rassurant au niveau du lieu dans lequel je suis. Okay, on parlera peut-être d'ameublement, d'architecte tout à l'heure, mais vous voyez ce que je veux dire, voilà. Oui, tout à fait. Deux, la transparence. Aujourd'hui, un restaurateur qui ne parle pas de ses produits, qui ne parle pas de ses fournisseurs, qui ne parle pas de sa philosophie, est un restaurateur qui est suspicieux. Il faut être aujourd'hui transparent, il faut tout dire. Parler aux clients. On a même fait, chez certains de nos clients, leur mettre la tête de l'éleveur chez qui on achète la viande sur les murs, la tête de la dame chez qui on va chercher notre fromage et la tête de l'éleveur chez qui on a, de l'agriculteur chez qui on achète nos fruits et légumes. Et les gens dans le resto, ils regardent, ils disent « Ah ouais, vous prenez la viande chez machin », ils se trouvent… Les gens ont besoin qu'on leur parle comme ça. Et le troisième paramètre, et ça les restaurateurs, là par contre, ils ont un peu de mal à se lancer sur ce troisième paramètre, c'est qu'un restaurateur aujourd'hui doit s'engager. S'engager, ça veut dire quoi? Vous pouvez vous engager sur du bio, sur du locavorisme, sur du développement durable, sur la défense des agriculteurs. Vous engagez sur ce que vous voulez, mais aujourd'hui, un restaurateur doit s'engager sur une cause, sur quelque chose. Et ça, tout à l'heure, je disais, le restaurateur doit prendre la parole, transparence de ses produits, etc., mais il doit prendre la parole aussi sur quel engagement il prend, parce qu'on a de plus en plus de Français, de plus en plus de consommateurs, et pas uniquement en France, qui sont de plus en plus sensibles sur des fournisseurs, sur un magasin, sur une marque qui s'engage sur quelque chose, sur une cause. Et un restaurateur qui ne parle pas est un restaurateur, je le répète, qui est suspicieux. Et l'ameublement peut faire partie de cet engagement vis-à-vis du restaurateur. Est-ce qu'il peut montrer à la fois son éleveur ou son fabricant de fromage et son fabricant de meubles aussi, pourquoi pas, déjà qu'il a du meuble français? Ben, franchement, oui. Moi, je ne vois pas pourquoi l'aménagement, l'ameublement ne ferait pas partie du discours du restaurateur. Les grands designers très célèbres que je ne citais pas, comme par hasard, les restaurants qui montent des restaurants avec eux citent leur nom en disant « il a été décoré par machin, il a été décoré par truc ». Je ne vois pas pourquoi je ne parlerai pas de mon designer local très sympa qui a fait du super boulot. Oui, il faut que j'en parle, parce que peut-être qu'il a une particularité au niveau de son design, il faut que je l'explique.